Nous allons commencer dans quelques minutes. Nous laissons les participants arriver. Pendant que les uns et les autres arrivent, vous pouvez en profiter pour quitter les autres applications qui pourraient tourner sur votre Mac ou sur votre PC pour maximiser la bande passante et pouvoir bénéficier du meilleur son et de la meilleure image possible. Très bien. On attend encore quelques minutes. Je vois qu'il y a encore des participants qui arrivent. Vous avez sur votre écran un bouton Q et R qui vous permettra de poser des questions. Vous avez également un bouton qui vous permet de lever la main si à un moment donné vous souhaitez pouvoir prendre la parole. Normalement, par défaut, vous êtes dans un mode d'écoute uniquement et vous pouvez poser des questions par écrit en utilisant le bouton Q et R. Vous pouvez également utiliser la fenêtre de conversation qui permet de poser ou de faire des commentaires par écrit. Et je serai votre voix pour ceux qui ne prendront pas la parole. Très bien, bon, il est 18h31. On va démarrer ce webinaire. Bien, merci à tous et à chacun d'être là, et en particulier à Bruno Jarosson. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent Bruno Jarosson, qui est connu pour sa quadruple expertise et pour ses blagues de potache. La quadruple expertise, c'est la philosophie, la science, la stratégie, puisque il paraît même que c'est ton métier, et l'histoire. Et connaître ces quatre champs de discipline te permet d'avoir un regard transversal sur un certain nombre de phénomènes. Et c'est ainsi que Bruno a produit ce joli petit livre sur le chômage. Donc, pour démarrer et lancer la conversation, Bruno, si tu veux bien, je vais arrêter de partager l'écran. Comme ça, tu vas pouvoir apparaître dans toute ta gloire avec ton casque. Et pour introduire ce webinaire, donc, bienvenue à tous. J'ai une question qui me brûle les lèvres comme elle doit brûler celle des participants, qui est: pourquoi un tel livre? Pourquoi un livre? Mon Dieu, pourquoi un livre sur comment augmenter le chômage? Qu'est-ce qui t'a passé par la tête le jour où tu as choisi ce thème et ce titre? En fait, dans ce débat sur le chômage, il y a quelque chose qui m'énerve et qui est relié d'ailleurs à ce que tu as dit sur mon goût pour la philosophie de la connaissance. C'est que ce débat nous est présenté en disant, voilà, il y a un énorme problème qui dure d'ailleurs depuis 40 ans, qui s'appelle le chômage. On tourne autour et on ne le résout pas. Et donc, si on ne le résout pas, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Et je trouve cet argument profondément spécieux et de nature d'ailleurs à bloquer tout changement, toute réforme ou toute évolution. Pourquoi cet argument ne tient pas la route? Il n'a pas plus de sens que si on nous disait « il y a un gros problème dans ce pays, on ne sait plus fabriquer les éclairs au chocolat ». Si vous diriez, c'est pas compliqué, il y a des milliers de pâtissiers qui tous les jours font des éclairs au chocolat, donc si on ne sait plus comment faire, on va leur demander comment il faut. Qu'est-ce que je veux dire? Depuis 40 ans, il y a des problèmes de chômage dans beaucoup de pays développés. Dans tous les pays développés, à un moment ou à un autre, ils sont apparus. Et des pays développés, il y en a au moins une quarantaine qui ont fait des expérimentations pour baisser le chômage. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont échoué. Donc, en fait, il suffit de regarder comment on fait ceux qui l'ont fait. C'est comme pour les éclairs au chocolat. Ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'on nous présente ça comme un espèce de débat idéologique qui renvoie à des croyances. Il y a ceux qui croient que ceci, et ceux qui croient que cela, parce que de toute façon le problème est insoluble. C'est un peu ce qu'avait dit Mitterrand à une époque. Il a dit « contre le chômage, on a tout essayé ». Faux, on a tout essayé, sauf ce qui aurait pu marcher. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une question idéologique, c'est simplement une question stratégique. C'est-à-dire, il y a des expériences la stratégie, c'est quoi? On veut atteindre un objectif, on expérimente un certain nombre de moyens, et puis on sait qu'il y en a qui vont marcher, il y en a qui ne vont pas marcher, et pour ça, on se réfère à ce qui s'est passé. La stratégie, c'est une discipline expérimentale. Pour le chômage, c'est la même chose.
on peut se référer à des expériences qui ont été faites et donc se dire, ben, ça, on sait à peu près que ça marche, ça, on sait à peu près que ça va pas marcher, et poser cette question en dehors de toute idéologie. Ma conclusion, ma première conclusion choquante, c'est que donc, si le chômage ne baisse pas, c'est pas parce qu'on ne sait pas comment faire, c'est parce que les hommes politiques ne veulent pas le baisser. D'accord. On viendra à la question de pourquoi donc ils ne veulent pas le baisser. Mais tu dis, finalement, dans certains pays, on sait faire les éclairs au chocolat, on sait baisser le chômage. Qu'est-ce qu'on sait exactement autour du chômage? Alors, dans son livre L'économie du bien commun, Jean Tirole consacre un gros chapitre à la question du chômage et il fait le point des recherches. Alors, recherche, c'est pas de la recherche au sens où il y a quelqu'un dans son laboratoire qui réfléchit. C'est on observe les expériences, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Alors, on sait qu'il y a un lien assez fort, dit d'ailleurs Jean Tirole, entre le chômage et la nature du contrat de travail. C'est-à-dire que les expériences, par exemple en Allemagne, où on a réformé assez drastiquement le contrat de travail, ont un effet massif sur le chômage. Ce qui veut dire qu'il y a un lien. Le contrat de travail, ça renvoie au Code du travail. Vous savez que le Code du travail en France fait 3700 pages, enfin si on compte la jurisprudence. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit calcul, et depuis 1990, il y a une assez bonne corrélation entre le nombre de pages du Code du travail et le nombre de chômeurs, puisque c'est à peu près 1000 chômeurs par page du Code du travail. Par parenthèse, la loi El Khomri a ajouté 300 pages au Code du travail. Donc ça, on sait qu'il y a un lien très fort, et c'est pas illogique d'ailleurs, entre le contrat de travail et le taux de chômage. Notez bien que ça renvoie à une autre idée, c'est qu'un chômage massif n'est pas l'état naturel d'une économie. Pour qu'il y ait du chômage, il faut empêcher des gens qui sont prêts à travailler pour gagner leur vie et des gens qui créent des entreprises et qui sont prêts à embaucher pour faire tourner les entreprises, il faut les empêcher de contractualiser. Ce qui demande de mettre un certain nombre de freins et de barrières. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir un chômage massif s'il n'y a pas une administration qui veille à faire respecter un certain nombre de barrières dans le contrat. Bon. Ensuite, il y a un lien qui est assez bien exploré entre le coût du travail et le taux de chômage. Alors, c'est un lien, attention, il ne faut pas dire que si on baisse le coût du travail, automatiquement le chômage baisse. Ce n'est pas vrai par toutes les températures, par toutes les conditions de température et de pression. Mais on sait que ce serait vrai pour un pays comme la France. Ce ne serait probablement pas pour les États-Unis où les salaires sont déjà très bas et l'effet keynésien jouerait en sens inverse. Mais dans certaines conditions, on sait dans quel sens évolue le lien. Alors attention, quand on dit ça, on dit « Ah !» il veut encore baisser il faut encore baisser les salaires et en particulier les salaires des gens qui gagnent pas beaucoup. C'est vrai, tu veux encore baisser les salaires? Tu veux baisser le SMIC, c'est ça? Non, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans une économie, on peut faire porter la fiscalité sur le capital productif, sur le travail ou sur l'échange, c'est-à-dire la TVA. Et que, effectivement, selon la façon dont on pondère, ça va peser plus ou moins sur le coût du travail. Et que en France, en particulier, la fiscalité est quand même beaucoup sur le travail et peut-être moins sur la consommation. Bon, par exemple, les Allemands, quand ils ont fait leur réforme en 2005, ils ont monté la TVA de 3 points et ces recettes-là, ils les ont affectées ailleurs pour diminuer le coût du travail. Donc, il ne s'agit pas de dire, évidemment, ce serait un propos malvenu et ridicule, il faut baisser le salaire net de ceux qui gagnent le moins. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de quel côté on fait pencher la fiscalité et la politique sociale. Et puis, il y a comment on finance finalement la politique sociale qu'il y a dans tous les pays d'Europe à des degrés plus ou moins appuyés. Mais enfin, là aussi, c'est pas la peine de faire d'en faire une idéologie. Nous sommes tous des sociodémocrates en Europe et même en Amérique du Nord. Et les débats, c'est pas sur pour ou contre la social-démocratie, c'est plutôt des débats sur où on positionne le curseur. Et puis, il y a un lien et un malentendu
sur la question du temps de travail. Historiquement, jusqu'en 1980, on a réparti les gains de productivité en augmentation de salaire et en réduction du temps de travail. Et il y avait un postulat derrière, c'est qu'on pouvait partager le travail. Okay. Ce mouvement s'est arrêté parce qu'en fait, le travail est de plus en plus un contenu de manipulation de symboles qui renvoie au savoir. Et quand la productivité du travail, la valeur de travail est liée au savoir de la personne, il est beaucoup plus difficile de le partager. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand c'est lié au savoir, si vous voulez, un professeur n'est pas équivalent d'un autre professeur. Si vous êtes professeur de physique, vous savez pas faire, vous savez pas être professeur de littérature. Donc votre valeur, elle est liée à votre savoir et s'applique à un certain champ. Donc si on réduit votre temps de travail, on réduit la valeur produite. Contrairement à ce qu'on croit, donc dans une économie ouverte, à partir du moment où il y a beaucoup de gens qui sont des manipulateurs de symboles, comme le dit Robert Reich, eh bien, tout naturellement, la réduction du temps de travail dégrade les conditions de l'offre. Et dans une économie ouverte, c'est l'offre qui crée sa demande. Donc, en fait, on favorise l'emploi, mais dans d'autres pays et d'autres zones économiques. Et là aussi, c'est quand même je sais bien que c'est intuitif, on se dit si on partage le travail, il y aura moins de chômage, mais l'économie est souvent contre-intuitif et il est faux de dire que la réduction du temps de travail a réduit le chômage, elle a plutôt dégradé les conditions de l'offre et donc elle a plutôt défavorisé l'emploi. L'emploi français, l'emploi local, il a pu favoriser l'emploi à l'extérieur, c'est ce que tu... Ça a pu favoriser l'emploi ailleurs. D'accord. Ok. Bon, et alors, oui. donc ça c'est l'état de l'art d'une certaine manière sur comment on peut faire baisser ou augmenter le chômage, que d'autres pays ont pratiqué. On sait des choses. Alors évidemment, présenter ainsi, ça pose une question. C'est la première question que m'a posée l'éditeur d'ailleurs. Il m'a dit, vous êtes bien gentil, mais si on ne baisse pas le chômage alors qu'on sait comment il faut faire, c'est qu'on ne veut pas. C'est que les hommes politiques ne veulent pas le faire puisqu'ils savent. Ce que je viens de dire, on ne peut pas supposer qu'ils l'ignorent et c'est assez banal et assez évident. Donc, c'est qu'ils ne veulent pas. Alors, pourquoi on dit que les hommes politiques, pourquoi ils ne voudraient pas baisser le chômage alors qu'ils prétendent qu'ils veulent baisser le chômage? Alors, je vous renvoie à deux choses. D'une part, quelqu'un a vraiment fait une politique pour baisser le chômage, c'est Gerhard Schröder entre 2002 et 2005, donc chancelier allemand. Il n'a pas été réélu. Et d'ailleurs, c'est la chancelière actuelle qui en a tiré les bénéfices. Et Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission européenne, a fait une remarque à ce sujet-là. Il a dit, en fait, on sait très bien ce qu'il faut faire pour baisser le chômage. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est comment se faire réélire après. Donc, en fait, il faut bien comprendre que beaucoup de ces décisions sont prises par des hommes politiques. Et les hommes politiques, ils jouent sur un autre échiquier. L'art de la politique, c'est l'art de conquérir et de garder le pouvoir. C'est pas l'art de baisser le chômage. Tu veux dire que s'ils font baisser le chômage, ça augmentera le chômage dans la classe politique? En tout cas, ils en ont la crainte. Alors, pour la France, c'est pas si clair que ça, puisque depuis 1978, ça fait quand même 38 ans, la majorité parlementaire n'a gagné qu'une fois les élections législatives, c'était en 2007. Toutes les majorités parlementaires, autrement, ont perdu. Et il y a effectivement deux présidents qui ont réussi à se faire réélire, Mitterrand en 88 et Chirac en 2002, mais c'était tous les deux à l'issue de cohabitation et après avoir passé le ballon, je dirais, à leurs adversaires politiques. Donc, on voit que si les hommes politiques français font ce raisonnement en disant « si je fais baisser le chômage, je ne veux pas être réélu », c'est bien possible, mais en tout cas, pour ce qui est de ne pas être réélu, ils ont aussi trouvé d'autres moyens qui semblent assez efficaces. Donc, c'est une mauvaise stratégie de leur part.
quitte à ne pas être élu, il pourrait faire baisser le chômage, c'est ce que tu sens. Je n'en sais rien puisqu'on n'a pas expérimenté. Mais enfin, en tout cas, c'est pas une stratégie qui a rencontré de grands succès, si j'en juge, par ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy en 2012 et ce qui est en train d'arriver à notre président actuel, François Hollande, qui avait, lui, annoncé que toute sa stratégie était sur la baisse du chômage. Mais attends, juste creuser ce point. Toute sa stratégie était sur la baisse du chômage, et tu penses clairement qu'il ne nourrissait pas une stratégie, qu'il ne visait pas la baisse du chômage? Ou que c'est un problème de complexité du système, un problème trop de variables, trop. Ce que je constate, je ne sais pas ce que je n'ai pas fait ses confidences, il les a faites assez longuement à des journalistes, mais ce que je constate, c'est qu'à l'issue de son mandat, le chômage est plus élevé qu'au départ, alors qu'on avait parlé du fameux alignement des planètes. Donc, en tout cas, il n'a pas fait ce qu'il fallait pour baisser le chômage, ce qui est effectivement. Si j'étais à sa place, au lieu de dire jugez-moi sur la baisse du chômage, j'aurais plutôt dit jugez-moi sur mes cravates ou mes chaussures, mais enfin des choses sur lesquelles il y avait plus d'action. D'accord, je comprends. Bon, et parmi tout, tu couvres, on parle de politique là, et à l'intérieur de ton livre, tu parles en particulier du Front National et de sa position. Tu peux développer ce point? Oui, parce que depuis 40 ans, ce parti n'a pas été aux affaires. Donc, il peut se présenter en disant mais tous les autres, effectivement, ne le font pas, mais nous, on a la solution. Alors, les politiques que prône le Front National, alors ça, elle serait très, très efficace pour augmenter le chômage, puisqu'il s'agit de restreindre le commerce international, de faire baisser la monnaie. Alors ça, c'est des politiques qui ont été testées. Qui fonctionnent bien. Qui fonctionnent bien, parce que déjà, elles produisent de façon assez rapide un appauvrissement de la population, donc de la demande. Donc ça, mais là, on entre dans un autre style d'efficacité. Là, on pourrait y aller beaucoup plus fort. Mais l'impact serait plus sur un appauvrissement que sur le chômage, d'ailleurs. Si on se réfère à l'Espagne des années 60, par exemple, qui avait une économie assez autarcique, oui, il y avait du chômage, mais il y avait surtout beaucoup de pauvreté. D'accord. Bon, et une autre question qui m'est venue en voyant le titre de ton livre, c'est pas un sujet très rigolo, le chômage. Il y a des gens qui souffrent de ça. Peut-être tu n'as jamais traversé, et sans doute n'as-tu jamais traversé de période de chômage. Est-ce que c'est un sujet dont on peut se moquer de manière un peu potache, comme tu le fais? Oui, effectivement, mon attaché de presse, quand je l'ai vu, il m'a dit, mais après le premier chapitre, j'avais envie de vous envoyer le livre à la figure, parce que j'ai été au chômage et c'est vraiment pas drôle. Effectivement, j'aime bien travailler sur ces sujets-là à la dynamite. C'est-à-dire qu'il me semble que de tout ce non-dit, ce malentendu, cette façon de ne pas prendre le débat par le bon bout, les chômeurs sont les victimes. Mm-hmm. Et que effectivement, c'est pas un sujet drôle parce qu'il y a beaucoup de souffrance qui est liée au chômage, beaucoup de souffrance et aussi beaucoup une forme de mépris ou de désintérêt pour la jeunesse à qui on ne donne pas les chances que d'autres générations ont eues. Donc, je voudrais un peu remettre les choses à l'endroit, réveiller et pour cela prendre un ton un peu plus acide. D'accord. C'est vrai que tout ce que je dis dans le livre, finalement, sous une forme pamphlétaire, a été dit ailleurs. C'est pas des scoops ou des révélations. Je pense au livre, surtout Ne changeons rien, etc. Bon. Donc je me suis dit peut-être qu'en travaillant plus à la dynamite, ça sera plus entendu, mais je ne sais pas si c'est le cas. Et en même temps, si c'est pas une question d'expertise et de savoir, mais que c'est une question de volonté, en quoi ce livre pourrait changer quelque chose? Il y a quand même
quelque chose d'assez déroutant aussi, c'est que l'économie n'est pas une discipline si simple que ça et elle est souvent contre-intuitive. Donc, on peut dire une chose et son contraire, et finalement, parce qu'on me dit souvent, bah oui, bah toi tu penses ça, mais enfin il y a des gens très bien qui pensent l'inverse. Donc, autrement dit, tout se vaut, et autrement dit, rien n'aboutira à rien, et donc il n'y a pas de savoir, ce qui est un peu l'inverse de ce que je disais. Donc, je dirais, cette confusion ou cette difficulté, ou même parfois c'est un peu cette ignorance qui permet à ce débat de rester dans ce marais confus. Il paraît que les Français sont les moins cultivés en économie des peuples européens. D'accord. Mais si je ne me trompe, tu as plutôt une position orthodoxe en matière économique. Qu'est-ce que dirait un économiste hétérodoxe de ton livre? Comment il l'attaquerait? Il dirait que tout ceci est faux, que c'est l'inverse, qu'il faut, regardez, on peut dire, il faut baisser le temps de travail. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que aujourd'hui, il y a des forces politiques qui soutiennent que les 35 heures ont créé de l'emploi. Mais si ils pensent vraiment que la réduction des temps de travail crée de l'emploi, pourquoi n'ont-ils pas appliqué les 32 heures? Je pense à notre président de la République actuel. Il est issu du parti qui a fait les 35 heures de 97 à 99. S'il y croit que la baisse du temps de travail doit réduire le chômage, pourquoi n'a-t-il pas appliqué les 32 heures? C'est pas très cohérent. Et s'il n'y croit pas, pourquoi n'est-il pas revenu aux 39 heures? Mais rester dans cette position médiane est le signe soit d'une incertitude, soit d'une certaine mauvaise foi entre le discours et l'action. D'accord. Mais à contrario, augmenter maintenant le temps de travail au-delà de 39 heures ferait diminuer le chômage aussi? Au-delà de 39 heures? Oui. Puisque si le faire baisser l'augmente, est-ce que augmenter le temps de travail le fait diminuer? C'est un système, non? Complexe. Oui, d'abord, il n'est pas question. On ne propose pas de l'augmenter au-delà de 39 heures, on propose de l'augmenter au-delà de 35 heures. Mais là aussi, on peut expérimenter. On peut passer de 35 à 36 ou 37 et puis voir mesurer les effets sur l'emploi. Enfin, ce serait de nature à améliorer les conditions de l'offre. Sachant que ce qui rend le débat aussi confus, c'est que les effets ne se diffusent pas de façon immédiate et simple. Très bien, écoute, c'est une belle introduction. Ce que je te propose, c'est que peut-être on ouvre la place pour les questions. Donc, on va peut-être vous laisser 1 minute ou 2 pour réfléchir soit à la question que vous avez envie de poser à Bruno. Si l'un d'entre vous a une caméra et a envie de prendre la parole, je peux promouvoir sa participation au webinaire pour qu'il puisse converser directement avec Bruno. Et donc lui porter ou la contradiction ou le soutenir pour ceux qui. Donc je vous laisse quelques minutes. Si vous voulez poser une question, donc soit dans la boîte de chat, de marquer conversation, soit sur le bouton questions-réponses. Et puis vous pouvez également lever la main en utilisant le bouton correspondant qui doit être en haut de votre écran. Bon. J'en profite pour te dire qu'en lisant ton livre, ça m'a fait penser à 3 autres livres fameux, 2 livres de Václavic qui ont utilisé le même procédé. Václavic a écrit un livre très bien qui s'appelle Comment faire votre propre malheur. Donc, pareil, il prend les principes de la psychologie à l'envers. C'est un joli livre. Faites vous-même votre malheur. Faites vous-même votre malheur, absolument. Et comment réussir à échouer. Donc, il en a fait 2 dans la même veine. Et il y a près de 300 ans, Jonathan Swift avait fait un très joli livre aussi sur comment réduire les problèmes de pauvreté en Irlande. Il suggérait qu'on mange les pauvres, ce qui réglait à la fois les problèmes de surpopulation et d'alimentation. Donc ça, c'était en 1729. Donc il est dans une bonne tradition déjà. Oui, alors, ce que je propose n'est pas aussi choquant. Dieu merci. Enfin, le ton en est effectivement paradoxal. Alors, est-ce qu'on a des questions qui viennent? Alors, pour le moment, je pense non, je ne vois pas de questions arriver, mais ça ne saurait tarder. Il faut dire aussi que
Ah, ça y est, je vois. Non. Tu peux voir la liste. Est-ce qu'il y a... Oui, donc Patrice. Je vois une question. Patrice Naparstek te demande s'il y a une relation entre chômage et réélection. S'il y a une relation entre chômage et réélection, est-ce que nous devrons vivre avec de plus en plus de chômeurs, toujours? Oui, c'est une bonne question. Alors, je ferai remarquer que Pompidou avait dit, si un jour il y a 500 000 chômeurs en France, c'est l'explosion. Donc on pensait à l'époque qu'il était invraisemblable qu'on puisse supporter cela. Et puis quand il y a eu 1 million de chômeurs, on a dit bon, il y a 1 million, mais alors si un jour il y avait 2 millions, ce serait terrible. Hein. Et ensuite, Pierre Mauroy, Premier ministre, a dit moi, je suis sur la crête des 2 millions de chômeurs. Ça s'arrêtera là. Bon, selon la même comptabilité, on est aujourd'hui autour de 3,5 millions. Ça veut bien dire qu'effectivement, au fond, on s'arrange autour de la contrainte, hein, au lieu de la traiter. Donc, tant qu'on raisonnera comme ça, effectivement, on peut imaginer que ça continue. Il y a des pays qui ont des taux de chômage durables bien plus élevés que d'autres. Hein. Je pense à l'Espagne, même à l'Italie, mais l'Espagne, depuis très longtemps, le double de notre chômage, et ça continue. Donc, effectivement, le même raisonnement peut conduire aux mêmes effets. C'est pour ça que j'aimerais oui, on peut améliorer le résultat. Donc, ce serait peut-être pas mal qu'on raisonne autrement. D'accord. Alain te demande où tu te situes politiquement. Enfin, il est plus direct, il te demande pour qui tu votes, mais voilà, une belle question. Alors, oui, est-ce que je roule pour la droite ou c'est difficile. À te lire, c'est difficile. Alors, d'abord, si on fait un peu d'histoire, c'est vrai que les gouvernements de gauche ont pris quelques initiatives spectaculaires pour augmenter le chômage. Ceux de droite un peu moins, mais ils n'en ont pas pris pour revenir en arrière, que je sache. Donc, et ils ont pris aussi quelques initiatives pour augmenter le chômage. Donc, je dirais, si on regarde le passé, effectivement, il y a quelque chose de vrai quand on dit ils sont tous coupables, ils ont tous les doigts dans la confiture. Bon. Ça, c'est une chose. Après, si on lit bien Jean Tirole et ce qu'on sait sur le chômage, ça donne plus souvent raison aux libéraux que collectivistes. Ça, il faut bien le dire. Mais il faut y mettre des nuances. Par exemple, dire on va baisser le coût du travail, ça va réduire le chômage. Attention, oui, dans certaines conditions, non dans d'autres. Donc voilà, je me situe politiquement plutôt je pense plutôt à l'avenir qu'au passé. Tu es devant. J'ai plutôt envie de soutenir ceux qui voudraient vraiment changer la façon de raisonner de ce point de vue-là. Bon, maintenant, pour tout vous dire, quand je vois qu'on vient de désigner un candidat qui propose de revenir aux 32 heures, oui, je ne suis pas convaincu que ça aille dans le bon sens. D'accord. Est-ce que tu as une question sur le revenu universel? J'ai l'intuition que tu n'es pas totalement pour, après t'avoir lu. Alors, ton intuition n'est pas exacte. Non seulement je suis pour le revenu universel, mais j'ai même écrit un livre en 1997, donc tu vois, il y a 20 ans, de la fin du travail, de la défaite du travail à la conquête du choix, où je prends position en faveur du revenu universel. Bon, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le revenu universel est une idée un peu bizarre parce que elle est soutenue par les libéraux, qu'on classe plutôt à droite, et par l'extrême gauche. Originellement, c'est une idée qui vient du camp libéral, c'est une idée de Milton Friedman. Okay. Alors, il y a
il y a plusieurs choses derrière le revenu universel. Hein. Philosophiquement, si on y réfléchit, premièrement, le développement de l'économie a accru les inégalités de revenus qu'on peut tirer de son travail. Mais ceci, pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de capital à accumuler et de savoir accumuler. Donc, s'il y a des gens aujourd'hui qui, par leur travail, gagnent beaucoup plus que d'autres, ce qui n'était pas le cas il y a quelques siècles, ce n'est pas seulement par leur talent, c'est aussi parce qu'ils savent mieux tirer profit d'un héritage collectif qui est le savoir et le capital accumulé. Donc, il ne serait pas injuste, cet héritage étant un bien commun, il ne serait pas injuste qu'il soit réparti entre tout le monde. C'est l'idée du revenu universel. Le deuxième point qu'il y a derrière, c'est que à partir du moment où on prend de l'argent à ceux qui travaillent pour le donner à ceux qui ne travaillent pas, et le jour où ils prennent un travail, on arrête de leur donner, on crée un piège à chômage. Donc, c'est de déconnecter cette question du revenu social du fait de travailler ou pas, pour ne pas créer une incitation à ne pas travailler. À ne pas travailler. Donc, il y a ces deux arguments en faveur. Donc, je pense que peu ou prou, nos sociétés s'approchent de cette idée. D'ailleurs, si on regarde le RSA par rapport à RMI, ça se rapproche de l'idée de revenu universel. Alors maintenant, si on veut aller vers cette idée-là, il y a beaucoup d'autres réformes à faire avant, parce que tel que organise notre économie aujourd'hui, ce n'est pas finançable. Mais ça ne me semble pas une idée absurde et ça me semble être dans une logique de choses vers laquelle on pourrait aller. D'accord. Donc à long terme ou à moyen terme, c'est quelque chose qui pourrait voir le jour. Je pense que nos sociétés vont s'en approcher tout doucement. D'accord. Bon, on a une proposition radicale d'Olivier Rodari qui dit, puisque c'est lié au fait de vouloir être élu, est-ce qu'il ne suffirait pas de supprimer la possibilité de réélection pour que les politiques aient enfin envie de… Oui, c'est une idée… on va leur proposer. Non, mais c'est une idée qui est dans l'air et il y en est souvent question. C'est effectivement… un des vices, on le sait, de la démocratie est la démagogie. Donc, en rendant les mandats non rééligibles, on espère échapper à la démagogie. Bon. En France, on n'a pas des expériences heureuses, hein, parce que je vous rappelle que le coup d'État du 2 décembre 1851, fait par Louis-Napoléon Bonaparte, a été fait parce que, justement, il avait un mandat non rééligible. Et puis, je me demande si l'expérience, enfin, je suppose, moi je ne fais pas de politique, hein, mais je suppose que la vie politique est une question d'expérience, de relations, etc. Et avoir que des nouveaux. Alors, il y a eu l'Assemblée constituante de 1789 à 1791 qui s'est dissoute et qui a dit qu'aucun de ses membres ne serait éligible. Donc ensuite, il y a eu l'Assemblée nationale de 91 à 92 dans lequel il n'y avait que des nouveaux députés par définition. Et ça a abouti à une expérience un peu différente, ça a été le pouvoir des clubs. Hein. Les Robespierre, etc., ont fondé le club des Jacobins et le pouvoir a disparu un peu de l'Assemblée. Je ne suis pas assez… Enfin, c'est un vrai débat, mais les effets sont peut-être imprévisibles. Ouais. Patrick, si on poursuit le raisonnement, est-ce qu'on pourrait imaginer arriver à un taux de chômage qui profite à l'économie dans l'hypothèse d'une augmentation du chômage? Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif d'une économie n'est pas le travail, c'est la consommation. C'est-à-dire que les biens sont produits pour être consommés. Et d'ailleurs, Coluche disait ça, il disait, mais les chômeurs, ils disent qu'ils demandent du travail, mais un revenu leur suffirait. Si vous y réfléchissez bien, il n'y a pas de manifestation contre les congés payés, qui est le moment où on déconnecte le revenu du travail. Il n'y a pas de manifestation pour reporter la retraite à 70 ans. Donc, le travail est quand même associé à enfin, en tout cas en partie, à une idée de pénibilité. Donc, il n'est pas évident qu'il faille augmenter le travail. En fait, ce que je pense,
c'est que ce qu'on devrait augmenter, c'est plutôt la possibilité de choisir. Ce qui me semble scandaleux dans la situation actuelle, c'est que tous les chômeurs n'ont pas le choix. C'est pas, je veux dire, on pourrait dire, ben oui, si on veut choisir de vivre très très chichement sans travailler, c'est un choix. C'est pas le mien, mais enfin, après tout, je peux le comprendre. De vivre dans une sobriété absolue, mais c'est pas ça qui se passe. C'est que notre système ne donne pas beaucoup de choix à beaucoup de gens, donc pas beaucoup de possibilités d'en sortir. Donc ça me semble pas un bon système. D'accord. Alors, j'ai une question d'Olivier Rodari. Assurer un taux de chômage élevé tout en assurant un maintien élevé des prestations des chômeurs, plus le RSA, ne permet-il pas de maintenir une partie de la population sous la dépendance de la classe politique qui détient ici un pouvoir important? Ça rejoint Oui, alors ça c'est le thème d'un livre d'un mien ami qui s'appelle Didier Picot, qui a écrit un très bon livre qui s'appelle Vendons les Parisiens. Et la thèse du livre, alors il prolonge ça, c'est de dire en fait ce système d'un fort chômage, entre autres, permet une emprise de l'État sur la société, une emprise de plus en plus forte. Alors, ça ne marche pas très bien, mais il n'empêche que c'est quand même là que se situe le pouvoir de ce qu'il appelle la haute administration, qu'il appelle les Parisiens. C'est-à-dire, effectivement, tant qu'il y a de forts problèmes sociaux, eh bien, ça justifie d'une part de capter beaucoup de ressources pour financer la protection sociale, et d'autre part, d'organiser, de gérer cette protection sociale en mettant les individus dans l'indépendance. Donc c'est une forme de socialisation rampante de la société. On peut l'interpréter ainsi. D'accord. Ouais, très bien. Là, tu as répondu à toutes les questions qui étaient posées. Qui était posé à l'instant, ce qui est très bien. Essayez de répondre. Tu as essayé. Le temps que peut-être d'autres questions arrivent, j'ai essayé de répondre. Que ton livre est disponible chez Duno dès maintenant, soit sur la librairie de Duno, soit dans les bonnes et même les mauvaises librairies, et qu'il y aura une version audio bientôt qui sera également disponible sur Amazon et Audible, n'est-ce pas? Je regarde si tu as d'autres questions qui arrivent. N'hésitez pas, hein, avoir accès à Bruno Jarosson à défaut d'un prix Nobel de l'économie est déjà très bien. Mon Dieu. Je suis en train de consulter la liste des participants. Tu peux poser des questions aux participants si tu veux, on peut inverser les règles. On peut inverser les règles. Et si l'un d'entre vous a envie de prendre la parole et de poser sa question de vive voix, n'hésitez pas. Là, on a cette capacité technique, au moins. Alors, on a un webmaster, grand pro du webinaire. Du webinaire. Maintenant, ton sujet est à la fois technique et tu le connais tellement bien que ce n'est pas forcément simple d'entrer à l'intérieur du sujet avant d'avoir lu le livre. Donc, je comprends. J'ai pris quelques notes aussi. À un moment donné, tu as répondu en partie, mais comment, parmi les facteurs d'augmentation du chômage, dans ce que tu appelles l'organisation scientifique du chômage, une des mécaniques est de faire peur aux employeurs. Et donc, on a plusieurs outils pour ça, si j'ai bien compris. Oui, alors c'est vrai. Que... Voilà, la question de Tanguy Duchesnay est la même chose. Réticence à embaucher, crainte des prud'hommes, plafonnement des indemnités. Donc, la question arrive en même temps que ma remarque. Oui, c'est assez curieux parce que à la fois que ces sentiments qu'ont les employeurs, et ça, bon, je travaille avec beaucoup de dirigeants de PME, donc ils me le disent. Ils sont deux sentiments un peu curieux. La première, c'est que socialement, on dit on veut de l'emploi, il faut créer de l'emploi, vivre des créateurs d'emplois, etc. Mais souvent, les créateurs d'emplois sont quand même traités comme des délinquants, présumés coupables, versant des indemnités, etc. Donc,
ça les refroidit un peu. Par ailleurs, il y a un autre aspect dans ce sujet-là, c'est qu'à la fois, il y a beaucoup de chômeurs, mais il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des compétences qu'elles ne trouvent pas. Qu'elles ne trouvent pas. J'ai travaillé avec un chef d'entreprise dont le métier était de fournir des pièces pour réparer des poids lourds et des tracteurs. Et il me disait, donc il lui fallait des experts des pièces, et puis il me disait, mais je ne trouve pas embauché. Et puis, les gens qui interviennent sur les poids lourds, sur les autos, etc., pour trouver des mécaniciens qui savent changer la boîte de vitesse d'un tracteur. Bon. Alors, c'est vrai qu'on forme beaucoup de gens qui ont des maîtrises de communication, mais c'est pas en communiquant avec un tracteur qu'on change sa boîte de vitesse. Bon. Donc, ces aspects-là, voilà. D'accord. Effectivement, sont assez... Bon, alors, oui. tu as une question aussi, tu vois, tu dis qu'on peut faire beaucoup mieux, mais quelles sont les mesures qui permettraient d'augmenter valablement le chômage? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter valablement le chômage? Alors ça, c'est le chapitre 7 du livre, c'est assez détaillé. Donc, passer aux 32 heures. Donc là, effectivement, vous augmentez de 10% le coût du travail et vous compliquez l'organisation du travail. Oui, c'est quelques propositions pour en finir avec l'emploi. Donc, tu es... Voilà. D'accord. Donc, insulter les investisseurs étrangers, bien sûr. Alors, tu penses ça marche pas très. Oui. Oui, le patron qui a écrit au plus improductif ministre, à savoir le ministre du redressement productif. Vous pensez que nous sommes stupides à propos de l'affaire Goodyear? Vous prenez vraiment pour des idiots. Bon, il exagère, ce patron américain, mais. Oui, les insultes étaient très partagées, il me semble. Oui, les insultes étaient très partagées, mais ça veut dire que c'est quand même pas un bon dialogue. Alors, cela étant, ne nous énervons pas. La France est entre 2 et 4, quatrième place pour les investissements étrangers, la destination des investissements étrangers. Donc, il y a des atouts en France, mais sûrement pas le droit du travail et sûrement pas la façon dont sont considérés les investisseurs par certains ministres. D'accord. Alors, on pourrait bien sûr supprimer la TVA et faire porter des recettes sur le travail. On pourrait, une proposition, interdire les licenciements. Comme ça, au moins, vous dissuaderez vraiment les gens d'embaucher. Alors, je crois que c'est Bernard Tapie, qui a pas appris à peser ses mots chez Terraillon, qui proposait d'interdire les licenciements et de rendre le chômage illégal. Il avait oublié d'interdire la pluie le dimanche. Voilà, verser des prestations chômage illimitées. Vous dites sûr qu'elles sont faibles en ce moment. Voilà, vous dites. Alors, c'est les Belges qui avaient expérimenté ça à une époque. Quand vous aviez travaillé 75 jours, vous aviez droit au chômage à vie. Enfin, ça, c'était une vieille histoire. Et c'est pas qu'une histoire belge. Alors ça, c'était assez magique. Il fallait avoir travaillé 75 jours. Voilà, on constituait le principe de précaution. Et puis surtout, systématiser le rétropédalage sur tous les plans de réforme. Donc, tous les plans de réforme économique, je reviens, 1986, 95, 2006, 2015, 2016. Donc, chaque fois, on annonce des grandes réformes qui vont porter sur le marché du travail. Et puis, de rétropédalage en rétropédalage, parce que le projet M. Khomri, quand même, qui a été vidé de 90% de sa substance par le Parlement, avant l'arrivée au Parlement, il était issu d'un rapport on avait déjà vidé le rapport de 90% de sa substance. Donc, au bout du tuyau, il reste que 1% de ce qui avait été proposé au départ pour baisser le chômage. Donc, le rétropédalage, le champion du rétropédalage étant quand même Jacques Chirac, sur le CPE, puisque lui, il a inventé la réforme qu'il signe, mais qu'on n'appliquera pas.
Non, qu'on appliquera. Donc, plutôt la réforme qui est votée par le Parlement, mais qu'il ne signera pas. Hein. Et ce disant, d'ailleurs, ça c'est en 2006, il a violé la Constitution, puisque la Constitution dit que le président de la République proclame les lois et signe les lois dans un délai de 15 jours. Mais enfin, on n'en était pas à ça près. Pour sauver le chômage, on était bien prêt à violer la Constitution. C'est du Jacques Chirac dans le texte. D'accord. Bon, une question subsidiaire en allant outre-Atlantique. Tu as peut-être suivi le débat US. Donc, quelle est la position de Trump dans tout ça? Il va se situer où par rapport aux techniques que tu développes? Alors, Trump se situe dans une vision de l'économie qu'on connaît bien, hein, qui est anti-mondialiste, c'est-à-dire fondée sur l'idée de fermeture. Bon, on sait que le principe, alors ça a été expérimenté, le moins qu'on puisse dire, en long, en large et en travers. Alors, je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'Espagne des années 60, le principal effet de ce type de politique, c'est d'abord d'appauvrir la population, puisque ça renchérit les importations, donc ça fait des filières qui sont plus chères. Donc, il y a moins d'exportation, ça fait monter les prix. Enfin, d'ailleurs, les Anglais qui sont en train de l'expérimenter, eux, ils n'ont même pas eu besoin de sortir de l'Europe, c'est qu'ils l'annoncent. Et déjà, le niveau de vie des classes populaires est en baisse. Parce que, bien sûr, dans ces cas-là, c'est toujours les classes populaires qui douillent en premier, parce que ce sont les prix des produits de nécessité, de première nécessité qui augmentent d'abord. Donc, l'élection de Donald Trump est simplement une illustration de choses qu'on a constatées souvent à travers l'histoire, c'est que l'activité pour laquelle les peuples mettent le plus d'énergie, c'est en général creuser leur tombe. Une proposition. Est-ce qu'une partie de nos problèmes ne vient pas d'une absence, du fait que nos politiques n'ont pas d'expérience des entreprises? Question subsidiaire, ne devrait-on pas supprimer l'ENA? Est-ce que l'ENA a un rôle central dans l'apprentissage des stratégies à augmenter le chômage? L'école nationale d'autisme? Non, alors, enfin, je suis un peu sceptique quand on en fait des questions de personnes, ce qui renverrait à l'idée que tout ce qu'on vient de dire là, les hommes politiques l'ignorent ou l'auraient pas compris, ce serait un défaut d'intelligence. Je pense qu'ils sont tout à fait aussi intelligents que nous, qu'ils l'auront tout à fait compris. Et en général, quand on envoie des patrons dans la politique, ça ne donne pas des résultats flamboyants. Pour une raison, c'est que la politique, c'est un métier que je peux exercer si je me fais des relations. Donc, il vaut mieux faire carrière dans la politique. Je ne me souviens plus, Francis Maire, qui était ministre de l'économie, bon, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait, mais il débarquait, il était patron, il ne connaissait pas un député. Donc ça l'a pas aidé. Alors après, il a fait un livre un peu dans lequel il accuse les politiques, c'est-à-dire vous les politiques, vous raisonnez mal, mais encore une fois, les politiques, ils sont dans un jeu, et quand des patrons arrivent dans le milieu politique, où ils jouent le jeu, ils jouent comme les autres, où ils ne jouent pas le jeu, ils sont éjectés du système. Alors, je sais, j'entends tout le temps ça, parce que je suis dans un milieu de patrons, j'entends tout le temps ça. Ces hommes politiques qui ne comprennent rien, il faudrait qu'on leur explique, ou si on gérait le pays comme une entreprise, ben non, ce n'est pas une entreprise. Donc, je ne suis pas hyper à l'aise. Tu n'es pas convaincu par ça? Non, je suis convaincu par la bêtise des hommes politiques, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font, mais que c'est plutôt la nature du jeu qu'il faudrait faire évoluer. Oui, parce que c'est un jeu complexe avec des interactions dans tous les sens. Donc, c'est plus facile d'écrire un livre, j'imagine, que de faire baisser le chômage, objectivement. Voilà. Donc, Olivier Rodari m'écrit on supprime l'ENA, mais on garde Supélec. Il y a une pique là, j'ai l'impression. Je ne suis pas convaincu de ça, mais il y a encore eu des études. Hein. L'État actionnaire, bon, ça ne donne pas de grandes choses. Donc, effectivement, il vaudrait mieux que l'État fasse son boulot plutôt que
je veux dire trop dans l'économie. D'accord. Écoute, très bien. Alors, y a-t-il encore des remarques? Des remarques acerbes, des questions? Bien, écoute, j'ai l'impression que le flux... une reprise de la croissance risquerait d'entraîner une baisse du chômage. N'est-ce pas affreux dans ta logique? Heureusement, il va... reprise. Oui. Oui, donc. Une reprise de la croissance. Mais après, bon, il y a la croissance mondiale, mais les politiques nationales vous mettre un peu au-dessus ou un peu au-dessous des tendances de fond. Donc, ce qu'on sait en France, c'est qu'on a des politiques nationales qui nous ont mis dans des tendances, enfin depuis à peu près une quinzaine d'années, plutôt en dessous des tendances des pays développés. Donc, même contre la croissance mondiale, finalement, on sait assez bien se défendre. D'accord. Et il y a des prospectivistes qui prédisent la fin du travail, donc qui est le chômage généralisé d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu penses de cette option liée à l'automatisation croissante, etc. Ça rejoint la question du revenu social, mais pas que. Enfin, j'y crois pas du tout. Ok. J'y crois pas du tout. D'abord, ça fait 2 siècles que la nature du travail, enfin qu'on automatise des choses et que évidemment les emplois changent. Je pense que le mouvement d'automatisation amené par l'informatique et l'ubérisation supprime beaucoup moins d'impact d'emplois que ne l'a fait l'industrialisation. Et dans l'industrialisation, ça n'a pas créé du chômage, ça a changé la nature de l'emploi. Donc, je pense qu'il y a énormément. Enfin, ce que dit Robert Reich, il dit les métiers d'exécution industrielle disparaissent, mais il y a 2 types de métiers qui se développent. Tout ce qui est manipulateur de symboles, donc les cadres, les chefs d'entreprise, les consultants, les avocats, les professeurs, enfin, tous les gens qui ont à manipuler du savoir dans leur métier, il y en a énormément plus. Et il en faudra encore plus. Je vous rappelle qu'au XVIIIe siècle, il y avait à peu près 100 chercheurs à plein temps dans le monde. Et aujourd'hui, il y en aurait 20 millions. Mais il y en aurait 40 millions. Les choses n'en seraient que mieux. Et puis, ces gens-là, dans la mesure où leur travail dépend de leur savoir, ont tendance à concentrer le travail sur eux. Donc, ils ont beaucoup de revenus, mais ils n'ont pas beaucoup de temps. Ce sont des smicards du temps. Donc, ils sont acheteurs de services de proximité. Donc, là où ils développent plus d'emplois, c'est dans le service, l'aide à domicile, la garde d'enfants, les garçons de café. C'est quand même le métier qui a créé le plus d'emplois, les garçons de café. Il ne faut pas l'oublier. Le repassage, tout ce que vous voulez. Donc, ces manipulateurs de symboles qui ont des revenus et peu de temps sont de gros consommateurs de services à la personne. Et donc, là, il y a un champ de développement énorme. Donc, se pose la question de l'adaptation des systèmes éducatifs, parce que pour manipuler les symboles, il faut avoir le niveau d'éducation suffisant. Oui, et d'ailleurs, le niveau d'éducation d'une population est un des principaux facteurs de son niveau de vie. Okay. Il n'y a pas de pays où le niveau de vie est élevé avec un niveau d'éducation faible, à ma connaissance. L'inverse étant pas totalement vrai, mais en tout cas, ouais. Ok. Eh bien, écoute, on arrive bientôt au terme de notre rendez-vous et de ce webinaire. Quid de l'impact de l'inflation? C'est vrai qu'on n'a pas abordé la question monétaire, qui est un peu calme, qui est un peu... Oui, ça c'est une très très bonne question. Faut revenir un peu à ce que dit Keynes, il dit l'art de l'économie, c'est l'art de l'euthanasie du rentier. Si vous voulez, les gens qui ont de l'argent ont tendance à avoir un capital qui augmente plus vite que l'économie. Et donc ça a tendance à bloquer l'économie. Alors, régulièrement, il faut euthanasier le rentier. Alors, la méthode au Moyen-Âge, c'est le roi empruntait à ses banquiers. Quand il avait trop de dettes, il les réunissait. Il disait au premier joueur de l'argent, oui, il lui coupait la tête. Il disait au deuxième joueur de l'argent, il disait où avais-je la tête, et l'affaire était réglée. Bon. Avec l'invention de l'état de droit, à partir du XVIIIe siècle, ces manières n'étaient plus au bout du jour et il fallait payer ses dettes.
Donc au 19e siècle, on a une société de rentiers, ce qui est devenu évidemment insupportable puisque le capital se concentrait. Et donc on a inventé au 20e siècle l'inflation, ce qui a été une deuxième façon d'euthanasier les rentiers. Ça s'est fait grosso modo entre 1914, début de l'inflation, et 1980, où tous les patrimoines monétaires ont été détruits par l'inflation. Ce qui a permis, en quelque sorte, de remettre les pendules à zéro du point de vue des capitales et donc de favoriser l'esprit d'entreprise et de favoriser l'économie. Les rentiers se sont un peu réveillés de leur sommeil dogmatique, comme aurait dit Kant, et on dit, à partir des années 80, ça c'est terminé, la création monétaire, on reprend le contrôle sur les banques centrales et donc plus d'inflation. Et donc nous revenons à une société de rentiers, c'est-à-dire une société bloquée. Donc maintenant, on essaye d'inventer de nouvelles façons de tuer le rentier. Alors, comment on va essayer de tuer le rentier? Alors, il y a évidemment Madoff qui a proposé une solution, mais on voit bien effectivement que les banques centrales, avec les quantitative easing, se sont assis sur les dogmes que leur avait imposé, entre autres, la Bundesbank. Donc, effectivement, je crois qu'on ne va pas totalement innover. Il y a deux façons. Il y a la façon grecque, c'est on dénonce sa dette, mais si on ne dénonce pas sa dette, il faudra bien faire de l'inflation, car je ne sache pas dans l'histoire qu'un pays lourdement endetté ait une fois remboursé sa dette. L'histoire de l'économie, c'est simplement l'histoire de ce qu'ont fait les débiteurs pour ne pas rembourser leurs dettes à leurs créanciers. Ce n'est que ça, l'économie. Donc l'inflation se situe dans ce mouvement-là. Donc oui, je pense qu'il y a de l'inflation qui va revenir, et oui, ça devrait être favorable à la croissance et à la jeunesse. Et donc ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. D'accord. Question d'Alain Demanchet. Ne devrait-on pas parler aussi durant la scolarité d'économie d'entreprise? À ces filles, on a essentiellement parlé de 36 et des congés payés. Oui. Mais pas tellement d'économie d'entreprise. Bon, enfin, l'enseignement de l'économie, c'est une catastrophe, enfin, à mon avis. Bon, d'accord. Mais c'est pas seulement le contenu des programmes, c'est aussi que les professeurs ne connaissent qu'alternatives économiques. C'est pas forcément une source très, très fiable. Mais enfin, bon. Une source unique, très fiable. La question de la financiarisation de l'économie et le rapport avec le chômage, est-ce que... Oui, alors il est de bon ton de dénoncer la financiarisation de l'économie. Il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que les entreprises, c'est la réunion du travail et du capital, et que la financiarisation de l'économie a été la principale cause de l'accélération de la croissance mondiale depuis une vingtaine d'années. Parce qu'en France, on dit qu'il n'y a pas de croissance, mais enfin, il faut savoir qu'entre 2000 et 2010, ça a été la plus forte croissance mondiale de tous les temps. Et que nous vivons dans un monde où la croissance s'est plutôt accélérée depuis le XVIIIe siècle, tendanciellement. Et ceci parce que la finance a pris de l'importance et a mieux alloué les ressources. Donc c'est une croissance de l'économie réelle, pas une croissance dont tu parles. Oui. Au XVIIIe siècle, la croissance était de 0,5%, au XIXe de 1%, de 1900 à 1950 de 2%, de 1950 à 2000 de 3%, et depuis 2000, elle était plutôt de 4%. Et la finance a joué son rôle là-dedans. Maintenant, effectivement, on l'a vu en 2008, il y a quelques effets pour le moins malfaisants sur l'économie. Donc, en fait, le sujet, c'est est-ce qu'on va arriver à réguler la finance sans l'empêcher de jouer son rôle? Ça, c'est pas un sujet très, très, très facile, c'est un sujet assez technique d'ailleurs. D'accord, très bien. Eh bien, il est 19h28, je crois qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup Bruno du temps que tu as pris pour nous donner quelques aperçus de ton dernier ouvrage. Et puis donc je renvoie les participants à ton livre. Enfin, je peux même le montrer. Est-ce qu'il s'affiche à l'endroit ou à l'envers?
à l'endroit. Très bien, parce que j'ai un peu peur que ce soit inversé. Donc, disponible chez Juno, et bientôt en version audio. Merci à tous, et puis on vous enverra pour ceux qui ont envie de réviser un enregistrement de ce webinaire, ou si vous voulez le partager avec des amis. Merci bien. Merci à Philippe d'avoir si bien conduit ce webinaire. Une dédicace, oui, on demande des dédicaces, mais tu les feras. C'est difficile à faire virtuellement. Tu les feras de visu. Le cœur y est. Bon. Merci et à bientôt à tous. Bye. Bye. À bientôt. Au revoir.